Bonjour, j'aborde donc aujourd'hui les événements de mai 1968. Euh, il s'agit non pas pour moi de faire une présentation exhaustive, mais juste d'en dégager à la fois d'abord les lignes de force et puis les interprétations et les conséquences. Alors, le film des événements est assez compliqué si on rentre dans les détails, parce que la présentation classique qui oppose une phase dite étudiante avant le 13 mai 1968, puis à partir de la grève générale qui devient une grève sauvage, un mouvement social, donc du 13 mai au 27 mai jusqu'aux accords de Grenelle, puis une sortie politique de la crise, tant à court terme qu'à moyen terme, qu'à long terme, la réalité est quand même beaucoup plus nuancée. Parce que à chaque niveau, il y a une interpénétration de ces phases. Il est évident que la phase étudiante découle aussi d'une analyse politique, de caractéristiques politiques, de comportements politiques. Et il est évident également que la sortie de crise ne peut pas se limiter à l'immédiat juin 68, aux élections législatives, mais qu'il faut au moins aller peut-être jusqu'au référendum de 1969, voire plus loin. Pourquoi même pas intégrer dans le post-68 la conclusion du programme commun de gouvernement de la gauche le 21 juin 1972. Voilà les éléments que je vais essayer de mettre en œuvre rapidement, présenter rapidement. Alors, la contestation étudiante, elle découle directement des caractéristiques de la jeunesse que j'ai commencé à exposer dans les vidéos précédentes. Euh, D'abord, le fait que la France est un pays jeune, un tiers de sa population, le baby-boom, c'est une donnée très importante qui fait que notre pays est rentré très progressivement, mais est rentré quand même dans une phase d'accès à l'enseignement supérieur plus ouverte qu'auparavant, et que le milieu étudiant a diamétralement évolué par rapport à ses origines sur le plan idéologique et politique. Pour simplifier à outrance, le milieu étudiant, qui avait été profondément bouleversé et transformé par la guerre d'Algérie, est devenu un mouvement de contestation de la société par rapport à une culture politique orientée vers une extrême gauche de plus en plus qui s'affirme de plus en plus, qui s'affirme avec des manifestations de rue contre la guerre du Vietnam, le fait que Paris soit devenu le centre de négociation entre Nord-Vietnamiens et Américains. D'autant que, comme je vous l'ai indiqué,
le modèle communiste a implosé en une multitude de chapelles qui, libertaires, anarchistes, qui maoïstes, qui trotskistes, qui guévaristes, que sais-je encore. Et même si sur le moment, ces petits groupes comme dont témoigneront les jeunesses communistes révolutionnaires d'obédience trotskiste, le Parti communiste marxiste-léniniste de France d'obédience maoïste, ces diverses chapelles, groupusculaires peut-être dans certains cas, témoignent néanmoins d'une vivacité du débat intellectuel et de l'idée que la société construite par les Trente Glorieuses redistribue très mal les richesses et qu'il s'agit donc de la détruire, de la changer, de la transformer en profondeur. Parmi l'accès à l'enseignement supérieur dans cette période de croissance, et quelles que soient les limites que j'ai signalées la dernière fois, le sentiment est que étudier la société est un moyen aussi de la comprendre pour la transformer radicalement, pour la détruire, pour faire une véritable révolution. Et cette révolution, elle a commencé à se réaliser dans les modes de consommation. C'est une contestation radicale du mode de consommation qui fait l'objet de débats permanents dans une forme de creuset intellectuel, de réflexion, plus ou moins huluberlu pour certains, mais qui enfin caractérise ce climat. L'égalité des genres, la libération sexuelle, la contre-culture des mouvements pacifistes et hippies, le droit à pouvoir disposer de son corps, tout cela constitue le terreau sur lequel ces critiques radicales de la société vont prospérer et, comme souvent, il suffira de quelques événements non maîtrisés et non prévus en tout état de cause pour déclencher cette crise. Si bien que la différenciation traditionnelle mouvement étudiant, mouvement social et impasse politique, qui est l'analyse classique en trois temps que propose par facilité rhétorique les politistes ou les historiens sur mai 1968, me semble être une simplification un petit peu hâtive. D'autant que, dernière remarque préalable, 1968 ne peut pas se réduire à un mouvement franco-français. C'est un mouvement international. Que l'on prenne les manifestations contre la guerre du Vietnam en janvier ou février 1968 à Berlin, que l'on prenne évidemment les mouvements de contestation de part et d'autre du rideau de fer d'ailleurs, que l'on analyse les mutations du communisme tchécoslovaque
avec la libéralisation et la tentative de mener une forme de régime communiste à visage humain sous la direction d'Alexandre Dubček à Prague, que ce soit la contestation radicale et violente aux États-Unis, avec les émeutes raciales, les ghettos qui s'enflamment, et avec également un recours à la violence extrêmement important, puisque si on peut prendre deux symboles, en moins d'un mois, nous avons aux États-Unis, entre avril, un peu plus de 2 mois, pardon, entre avril et juin 1968, l'assassinat de Martin Luther King et celui de Robert Kennedy, engagé dans une campagne électorale où, après avoir gagné les primaires démocrates en Californie, il fait figure de très grand favori pour l'élection présidentielle de l'automne, avant d'être assassiné le 5 juin 1968. Il y a également ce que l'on appellera un mai rampant en Italie. Enfin, c'est un contexte international qui se clôturera après l'intervention des troupes du pacte de Varsovie à Prague à la fin août 1968, ce qui aura aussi son importance sur la suite de l'évolution des perspectives politiques et idéologiques, dans la décrédibilisation du mouvement communiste. Il y aura évidemment, pour clore cette année 1968, les événements autour des Jeux Olympiques de Mexico 1968. Pour nous Français, c'est les Jeux Olympiques d'hiver et les 3 médailles d'or de Jean-Claude Killy. Mais pour le mouvement olympique, c'est peut-être aussi le massacre des étudiants mexicains, place des Trois Cultures à Mexico, et l'utilisation de la vitrine olympique comme porte-voix de la contestation, l'attitude des athlètes noirs américains tout à fait caractéristique, levant le poing ganté de noir sur leur podium. Voilà. Donc, je crois que la simplification de laquelle je vais me livrer n'est qu'une facilité rhétorique. Et que le débat postérieur sur l'interprétation de 1968 et qui cristallise les anathèmes et les conflits, au point que pour certains, je pense à l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, toutes les tares et tous les péchés du monde remontent à 1968. Je pense aussi à l'évolution d'un certain nombre, entre guillemets, de cadres du mouvement de 1968 qui se sont ensuite insérés dans la société en prenant une influence très importante dans les médias, dans le monde intellectuel, dans le monde politique. Enfin bref, cet aspect aussi creusé et école de formation doit être mis en œuvre. Alors, le déroulement des faits
même si je répète, c'est extrêmement artificiel de diviser ce, ce, le film de cette manière-là. Et puis, j'essaierai d'approfondir quelques aspects, peut-être dans une prochaine vidéo. Déroulement des faits, il y a un mouvement étudiant entre le 3 mai et le 13 mai 1968 qui est acté par quelques journées de manifestations particulièrement violentes. Ce mouvement étudiant a commencé auparavant, le mouvement du 22 mars à Nanterre, un foyer d'agitation, de contestation, par des méthodes d'action, l'occupation des locaux du conseil de l'université, qui aboutissent à une décision stupide, d'une incommensurable stupidité, mais qui est souvent la décision prise par les autorités universitaires, la fermeture de l'université de Nanterre. Nanterre, c'était une université, entre guillemets, de la modernité, conçue pour désengorger l'université parisienne traditionnelle, qui étouffe dans ses locaux. Enfin, là-dessus, vous me direz, rien de nouveau sous le soleil, hein, et la suite n'a fait que confirmer cette tendance lourde. Façade de la modernité, à côté des bidonvilles de Nanterre. C'est-à-dire que vous avez qu'à vous pencher par la fenêtre des salles de cours, quand vous étudiez la sociologie et les rapports de force réels ou supposés qui font qu'une société doit tenir ensemble, pour vous apercevoir que ce qu'on vous raconte sur cette société n'est pas traduit dans les actes, dans le bidonville juste à côté. Donc la rencontre de mondes qui vont immédiatement sentir concrètement la contradiction entre théorie et pratique. C'est ce climat-là qui préside à la vie de l'université de Nanterre, plus le soubassement que je rappelais, guerre du Vietnam, effervescence idéologique, etc. Enfin bref, Nanterre, état de chaos, de manifestations permanentes, d'occupation des locaux, d'intervention des forces de fermeture, d'intervention des forces dites forces de l'ordre. Bref, voilà. Et cette université de Nanterre étant fermée, début du mois de mai 1968, les étudiants de Nanterre qui décident d'aller faire un tour du côté de la vieille université de la Sorbonne à Paris. Et là, élément basique, mais d'une banalité tellement évidente que personne ne parierait un copec sur le fait que ça va avoir une conséquence. Des étudiants d'extrême droite de l'université de droit, leur bastion traditionnel, la culture historique du mouvement étudiant, qui décident d'empêcher ces étudiants venus de l'université de Nanterre de se rendre vers la Sorbonne. Ce sont les fameuses images de l'extrême droite parisienne, avec des gens qui se sont ensuite recasés sous les oripeaux d'une culture de droite classique. Alain Madelin, par exemple, quelqu'un qui nous a quittés il y a quelques semaines, Patrick Devedjian, dont nous avons les photos sur le boulevard Saint-Michel
protégés par des couvercles de poubelles en guise de boucliers et des matraques pour empêcher les hordes sauvages venues de Nanterre d'occuper la Sorbonne. Et donc, pour prévenir le risque, n'est-ce pas, de tout cela, d'affrontement, la décision, là encore, d'une incommensurable stupidité, mais ô combien classique parmi les responsables administratifs universitaires, la fermeture de la Sorbonne. À l'état des courses, c'est que les étudiants veulent rentrer dans la Sorbonne, mais ne peuvent pas parce que la Sorbonne est fermée. Bon, voilà. Mais on est le 13 mai. Lundi 13 mai. Non, on est le 3 mai, pardon. Le vendredi 3 mai. Et il fait beau. Donc les étudiants restent sur le boulevard Saint-Michel. Et là, ça dégénère, ça cogne. Ça cogne parce que la police est présente, parce qu'il faut essayer de... on ne peut pas laisser tout le monde dans la rue, couper la circulation. Enfin, voilà. Jeu classique d'une manifestation qui dégénère et qui... mais non prévu, enfin bon. Voilà, petite cause, grand effet, affrontement donc extrêmement violent, avec des heurts particulièrement sévères, des arrestations. D'où, lundi 6 mai, nouvelle manifestation. Et là, également, les choses dérapent dans la rue de manière très, très, très violente, avec énormément d'arrestations. Donc, pour protester contre cette violence dont les autorités ont fait acte, manifestation de protestation, vendredi 11 mai. Et là, les choses vont déraper complètement. Parce que c'est un joli mois de mai, il fait beau, c'est agréable, grande manifestation, la police occupe toujours la Sorbonne, le quartier latin est considéré comme territoire occupé par les étudiants qui estiment qu'ils sont chez eux à la Sorbonne, enfin voilà, tout simplement. Et donc, après une très grande manifestation qui s'est à peu près déroulée convenablement, en fin d'après-midi le 11 mai, les étudiants ne se dispersent pas, restent autour de la Sorbonne, entourent celle-ci et signifient leur volonté de ne pas quitter le quartier latin en commençant à prendre des grilles qui protègent les arbres, à dépaver les rues et à entourer la montagne Sainte-Geneviève à Paris d'une série de barricades. Et là, dans la nuit du 10 au 11 mai, des rues entières de Paris vont se couvrir de barricades, notamment la rue Gay-Lussac. Et en début de soirée, les autorités ont décidé de bien vouloir, voilà, bien vouloir dégager.
Et là, la violence des affrontements va être inouïe, inouïe, inouïe. Et donc, pour que vous compreniez bien ce cycle depuis le 3 mai, manifestation et contre-manifestation d'extrême droite, violence de la répression, nombreuses arrestations, et au lieu de calmer le jeu, les autorités universitaires convoquent des conseils de discipline pour punir certains des étudiants qui ont été arrêtés lors des manifestations initiales. Donc, au lieu de calmer le jeu, jette de l'huile sur le feu systématiquement jusqu'à l'explosion de violence inouïe, insensée, de la nuit des barricades, nuit du 10 au 11 mai. Voilà, les choses eussent pu s'arrêter là, elles ne vont pas s'arrêter là pour un certain nombre de raisons. D'abord, la première raison, c'est que il y a une dynamique interne à ces manifestations. Au début, la manifestation étudiante tenait à la fermeture de l'université de Nanterre. Elle devient ensuite une manifestation contre la répression des autorités universitaires et elle devient, voilà comment l'incendie s'auto-allume, une manifestation contre la violence policière. De ce point de vue, et j'aurai l'occasion d'y revenir plus avant, je tiens à dire trois choses. Premièrement, à pointer du doigt le fait que le pouvoir politique n'a pas compris grand-chose et a eu une attitude comment dire, de refus de comprendre quoi que ce soit à ce qui se passait et une attitude de principe répressif qui s'explique en partie parce que le Premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, qui a peut-être bien des défauts mais qui a aussi bien des qualités, n'est pas présent. Premier ministre, il est parti à l'étranger, il est en Afghanistan, il fera une escale en Iran d'ailleurs, et ce n'est pas lui qui est en charge de la gestion de cette crise. Et donc le général de Gaulle est directement aux commandes, et le général de Gaulle comprend absolument rien. Rien du tout. Il veut la fermeté, il a imposé la fermeture de la Sorbonne, il veut que les étudiants qui ont été arrêtés lors des manifestations restent en prison, soient jugés, il est partisan d'une politique du tout répressif. Je pense que si Georges Pompidou avait été présent dans ces premiers événements-là, il aurait très probablement, parce qu'après tout il est enseignant et qu'il est peut-être par certains aspects plus ouvert sur les vertus du dialogue que le général de Gaulle, je pense que l'absence de Georges Pompidou est un élément très important. Et donc, dès son retour, le Premier ministre décide de changer de discours politique, va réouvrir la Sorbonne, va demander la libération des étudiants emprisonnés. Bref, il essaye de calmer le jeu. Sauf que, deuxième élément, la violence dans les rues de Paris. C'est très important
de comprendre ce qui se passe de ce point de vue. La violence policière, la violence des affrontements stupéfait la population. Alors évidemment, il y a un élément qui va jouer à plein et qui va probablement éviter que les choses n'empirent encore plus, c'est le fait qu'il n'y a pas de mort. De ce point de vue, je veux dire très simplement, mais très clairement, l'immense respect que m'inspire le préfet de police qui a été nommé en 1967, Maurice Grimaud, qui durant tous ces événements va avoir pour boussole, pour repère cardinal, d'éviter un bain de sang. Il faut parfois faire de l'histoire avec des hypothèses. Je vais m'arrêter là parce que, comme toujours, le temps tourne et que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce déroulé des faits. Mais bon, l'avantage des vidéos, c'est que j'ai le temps et donc, sauf que c'est vous qui les subissez après, mais bon, ça c'est la règle du jeu. Je vous demande simplement de bien vouloir méditer sur qu'est-ce qui aurait bien pu se passer si en lieu et place de Maurice Grimaud, il y avait eu son prédécesseur, Maurice Papon, l'homme qui a réprimé les manifestations pendant la guerre d'Algérie, l'homme qui a du sang sur les mains pour les manifestations d'octobre 1961, l'homme qui est responsable des morts de la manifestation de Charonne le 8 février 1962. Je reprendrai dans une autre vidéo le cours de cette réflexion sur 1968. Bonne journée.